maintenant à Stéphane Jourdan qui va nous parler d'un cauchemar qui peut arriver, qui est le drift d'infrastructure. Stéphane, Exactement, c'est c'est à ça. toi. Parfait. Eh ben, alors, est-ce que le partage d'écran fonctionne tout seul? Ah voilà, super, impeccable. Eh ben merci. Donc bonjour à tous. Merci d'assister à ce talk du AWS Community Day 2021 sur le drift d'infrastructure et comme tu viens de le dire, et les cauchemars qui vont avec. Donc et puis merci de nous permettre de présenter DriftCTL par la même occasion pour gérer ça sur les infra AWS et autres. Donc au départ, dans le cadre de ce cauchemar, à l'origine, en fait, l'année dernière, avec le reste de l'équipe, on a d'abord voulu faire une plateforme en fait GitOps pour que tout le monde puisse gérer son code d'infrastructure facilement avec toutes les bonnes pratiques, tous les bons outils, etc. Et donc on a construit les bases de cette plateforme. Puis à un moment, on a voulu prioriser les fonctionnalités suivantes. Donc on a interviewé nos utilisateurs. Et nos utilisateurs nous ont dit que leur plus gros problème à ce moment-là, il était du côté du drift d'infrastructure entre donc leur code et ce qu'il y avait sur leur compte Amazon. Donc on s'est dit, peut-être que c'est notre cible à ce moment-là, un peu particulière, qui a ce problème-là, et que c'est pas quelque chose de tout à fait répandu. Donc on a décidé de passer quelques temps à poser cette même question à plein de gens. Je sais qu'il y en a beaucoup à qui on a posé cette question et qui ont répondu aussi, qui doivent être là en ce moment au AWS Community Day. Donc des CTO, des DevOps, des SRE, etc., qui nous ont dit pareil, que leur problème c'était le drift. Ils nous ont dit fixez ça, c'est ce qu'on a comme souci. Donc si vous avez quelque chose à se souvenir de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est donc bien que la plupart des gens à qui on a parlé vivent des situations de drift et qu'on a construit un outil open source qui s'appelle DriftCTL pour aider. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a du drift d'infrastructure quand on parle d'infrastructure AWS et autres, mais là aujourd'hui c'est AWS qui nous importe. D'après les gens à qui on a parlé, donc pour toujours ces histoires cauchemardesques dont on aura des histoires à la toute fin, dans la deuxième partie du talk. Donc en résumé, ces trois grandes raisons, c'est que la première, c'est que même les meilleures équipes n'ont pas encore tout automatisé. Même quand elles pensent l'avoir fait, c'est que pour un cloud, c'est ou pas pour d'autres services comme GitHub, etc. Donc il y a toujours un périmètre assez limité. La deuxième grande raison, c'est que les microservices, les lambda aujourd'hui sont tous authentifiés. Et puis, parfois, ça dérape. Donc, ça fait partie des cauchemars dont tu viens de parler. La plupart des gens, le dernier point, la plupart des gens, en fait, ont eux-mêmes des clients ou des managers qui eux-mêmes ont leur propre credential, souvent admin. Et quand des credentials circulent, ils tendent à être utilisés. Donc, c'est les trois grands points. Les trois grands points d'avoir des raisons du drift d'infrastructure si des gens se posaient cette question-là. Donc, je suis Stéphane Jourdan, S Jourdan un peu partout. Ça fait 20 ans que je gère des infras. On appelait ça sysadmin à l'époque. Vous pouvez faire le CED si vous voulez pour faire DevOps aujourd'hui. J'ai cofondé quelques boîtes au Canada, en Europe. J'ai écrit le bouquin Infrastructure as Code Cookbook sur la droite pour Pacte. Mais je suis surtout aujourd'hui l'heureux cofondateur de l'outil open source DriftCTL avec une équipe absolument géniale. Donc, c'est quoi le drift d'infrastructure? Mettons-nous d'accord pour la suite de la discussion. C'est ce qui se passe quand la réalité et les attentes ne sont pas synchro. Et on appelle ça aussi quand on s'en rend compte en prod, parce que ce n'était pas prévu, évidemment. Alors, les causes principales, parlons vite fait de ces causes principales, donc, qui sont essentiellement les changements manuels. Donc, c'est clairement le truc que tout le monde a régulièrement. Donc, on parle de quoi? On parle de ressources créées à la main, en dehors de l'outil d'automatisation, quel qu'il soit. On parle d'actions faites dans la console Amazon, via l'API, des changements de configuration, la CLI, AWS qu'on trouve partout. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, pour l'essentiel, la cause de drift. Mais on a aussi 50% des gens qui ont eu du drift à cause d'applications authentifiées.
Donc par IAM, user, role, etc. Ou la policy d'origine qui est changée, qui est rajoutée, attachée, qui peut être abusée. On a eu des cas, on en parlera dans la deuxième partie avec les stories, voilà, de l'abus délibéré de policy sur des buckets, sur des lambda, etc., quoi. Et personne évidemment s'en rend compte. Et à peu près à part égale, on a eu donc comme feedback en fait des problèmes d'environnement pas synchro. Alors pour être honnête, moi au début, quand on me racontait ça, je pensais que c'était vraiment des problèmes de promotion entre les environnements, que ces gens en fait avaient du mal de passer de staging à production, etc. Mais en fait, pas du tout. C'était vraiment des restes de trucs faits à la main dans le premier environnement qui faisaient que ça marche, que ça passe les tests, et n'existe pas dans l'environnement 2. Mais c'est ça qui fait que le déploiement, par exemple, plante d'un environnement sur l'autre, quoi. Donc c'était une des causes, une des conséquences de Drift. Et donc on parle de quoi? On parle de règles security group, par exemple, qui ont été rajoutées suite à une manip manuelle, en parlant d'un paramètre, une policy qui n'était pas dans le code, qui a été rajoutée à un autre moment, voilà. Et en plus, la console Amazon facilite tellement l'usage d'outils assez complexes que on va se retrouver assez facilement avec des ressources secondaires créées non visibles quand c'est effacé. On en reparlera donc tout à l'heure. Donc ça c'était les causes. Côté conséquences, on a vu que ces drifts arrivaient plutôt au niveau hebdo, plutôt voilà toutes les semaines. C'est un peu random des fois au niveau du mois. Bon, mais en gros tant mieux si ça arrive pas tous les matins pour nos utilisateurs. Mais bon, on est sur du très récurrent, plutôt hebdo et plus, et que ça prend en fait entre 1 heure et la moitié de la journée à fixer. Donc pour nous, comme ça arrive tout le temps un peu, et que c'est essentiellement des choses qui auraient pas dû arriver, qu'on aurait pu éviter, c'est vraiment un temps perdu phénoménal au niveau d'équipe, au niveau de clients, au niveau de l'année, quoi. C'est terrible. Et également que dans 20% des cas, ça finit par avoir un impact sécurité. Donc on a parlé tout à l'heure un peu des security groups, des policies. On verra dans les histoires, en fait, c'est quand même des cas vraiment graves auxquels on peut arriver, donc de drift, sans qu'on puisse s'en rendre compte. Alors en parlant de s'en rendre compte, comme on est une population qui adore régler des problèmes, c'est un peu notre raison de vivre, régler des problèmes, donc tout le monde a trouvé une petite solution à sa sauce. Donc dans les 2 grandes familles de solutions qu'on nous a remontées, la première c'est de locker tous les accès, tout simplement. Donc staging, prod, les deux, un seul des deux, en fonction de ce que les gens pouvaient faire, etc. Mais malheureusement, on verra dans les petites histoires que c'est pas toujours vraiment tout le monde en fait qui n'ait plus d'accès. Il faut bien qu'à des moments il y ait encore des accès. Assez rares les gens qui ont réussi à faire un GitOps intégralement locké. Bien que ce soit l'objectif, on est d'accord. Et la deuxième grande famille de solutions, c'est donc tout ce qui est workflow, process. Ça va de vérification de base en CI à un workflow GitOps complet. Donc on parle de gestion de pull request, les tests, des linters, etc. La totale. Donc toutes ces solutions sont super bien, sont très utiles, mais aucune n'aide à rendre vraiment visible le drift d'infrastructure cloud aux utilisateurs. Donc, comme au final, c'est pas si simple, parce que tout le monde n'a pas forcément le loisir d'être tout seul dans la boîte à avoir les credentials. Il y a des différences de taille, d'équipe, etc. Le problème humain n'est pas toujours facile. C'est assez difficile parfois d'aller voir certaines personnes, leur dire je vais révoquer tous tes credentials, tu n'as plus d'accès à partir de maintenant, tu ne passes plus que par la CI. Et puis, même les outils d'automatisation sont de toute façon pas vraiment faits pour voir ce qui a changé autour de leur périmètre. Qu'on parle de Terraform ou d'autres, on parle d'autres familles d'outils qui servent à faire ça, quoi. Et on n'a pas encore parlé, évidemment, des limitations de certains de ces outils. Donc, en fait, à la fin, tout le monde a fini, un jour ou l'autre, à se retrouver le bec dans l'eau, que ce soit parce que tout n'était pas automatisé, soit parce qu'une lambda authentifiée, je sais pas, parti dans l'espace, a écrit là où il fallait pas, etc. Soit parce que quelqu'un est allé modifier un truc un week-end et a oublié de le raconter lundi, voilà. Donc, du drift, il y a plein de raisons d'en avoir. Et comme le titre de la présentation l'indique, de t'empêcher de dormir
quand tu devrais. Donc voilà, on va passer aux histoires maintenant, parce que je pense que c'est un peu ce que tout le monde attend, et avec de la petite démo live sur AWS. Donc, c'est 2, 3, 4 histoires en fonction du temps qu'on aura. Elles sont simplifiées pour ce talk, sinon on y passerait des heures. L'idée, c'est pas d'avoir des véritables cas complexes en fait qui sont arrivés. Ils sont simplifiés pour que ça aille plus vite et qu'on montre en fait le point, et qu'on puisse en parler après. Et l'idée, c'est de montrer également donc comment DriftCTL, donc le petit produit open source qu'on fait, comment en fait il aide grandement dans le cas d'une infra automatisée sur AWS, sur Amazon, et donc à détecter et à rapporter plein de types de drift qu'on verra dans la discussion. Pour contexte, les cas qu'on va montrer utilisent Terraform car c'est l'outil qu'on supporte à ce stade. Voilà, donc c'est ça pour le contexte. On est parti. Donc, une de ces histoires, c'est une lambda. C'est une équipe qui a mis à jour sa lambda, elle l'a mis en prod. Et le week-end arrive et il y a un problème. Et notre équipe de support ne savent pas régler ce problème-là, ne savent pas quoi faire. Ils vont vite. Et ils se retrouvent avec ce code Terraform. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément très habitués à Terraform, c'est un système de ressources avec des noms. Et donc on voit que là, il y a 3 blocs. Il y a un utilisateur IAM, il y a une access key, qui se rapporte à cet utilisateur, et on a une policy, un attachment, donc d'une policy IAM qui est en read-only, parce que cette lambda en fait n'avait aucun besoin d'écriture. Elle devait être le plus limitée possible. Elle lisait un truc d'un côté, elle comparait à l'autre, et c'est tout. Donc c'est simplifié, mais c'est ça l'idée. Et donc je vais partager ma console. Et donc voilà, ma console Amazon. Et donc, nos amis... Oui, ça, voilà, le partage est bien bon. Ouais. Donc, on voit ici notre microservice, donc qui est le microservice 0F quelque chose. Et alors, que font nos collègues au support de week-end? Ils se disent, bon, c'est probablement un problème de clé. En fait, on ne comprend rien dans les logs. On les désactive. En dehors du tout process, on va vite parce que là, il y a un problème en prod. Allons-y. Et on crée une nouvelle clé et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, ils créent la nouvelle clé. Et ça change rien. Ça marche toujours pas, en fait. Ils ont remis la nouvelle clé, tout ça. Ils se disent, bon, c'est pas ça, c'est probablement un problème de permission. Alors, ils continuent. Et là, ils se disent, bon, alors, on va aller vite. Hein. On va directement aller rajouter. C'est probablement read-only, là, c'est pas assez. Donc, on va aller rajouter une permission qui en a beaucoup plus. Alors, en vrai, c'était pas administrateur access qu'ils avaient mis, hein, soyons honnêtes. Mais voilà, pour la démo, ça va plus vite. Puis ça commence par A dans l'alphabétique, ça va plus vite. Donc ils arrivent là et je ne sais pas ce qui se passe, ils vont boire un café, ils reviennent et ça marche. Donc ils se disent, ok, c'est le week-end, on touche à rien, puisque ça refonctionne, on va pas y passer plus de temps, on en reparlera lundi aux collègues. Et puis évidemment, les collègues lundi, ils ont oublié d'en parler. Alors, cette équipe-là avait donc tout mis dans Terraform. Et ils avaient même, donc en CI, un Terraform plan et apply. Donc le plan, ça permet de planifier, de voir les changements dans le périmètre de Terraform, et le apply, ça permet en fait de rappliquer tout ce qui a été demandé. Donc, pour rappel, c'est bien ça notre code, c'est le même que celui qu'il y avait sur le slide. Et donc, eux, tout le week-end et tout le lundi, ils ont fait Terraform apply en CI, donc automatiquement, et puis Terraform, 0 added, 0 change, 0 destroyed. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'à ce stade-là du game, il y a un microservice qui se balade avec une policy admin et un set de clés non contrôlées par qui que ce soit. Donc ici, à ce stade-là, s'ils avaient utilisé DriftCTL, donc DriftCTL a un outil, une commande de scan, on lui donne des states, donc les states Terraform, c'est une sorte de JSON en fait, dans lequel tout est agrégé, ce qu'il y a sur le compte Amazon du point de vue du code Terraform. Et là, en fait, on aurait vu quoi? On aurait vu qu'il y a une access key
qui n'est pas, qui sort du contexte de Terraform. Voici son ID. Elle se rapporte au microservice, au F1 machin, et elle a un attachment de type administrator access. Autant vous dire que normalement, si ça avait été en CI au lieu d'un plan apply, normalement, ça lève une alerte et l'équipe aurait été au courant assez vite. Par la même occasion, ça montre également une couverture, qu'on reprend un peu cette terminologie du software engineering normal, même si en fait là on couvre que les ressources, on couvre pas forcément le contenu, et donc on donne quelques petites infos de qu'est-ce qui a drifté, qu'est-ce qui a été effacé, etc. Donc voilà, ça c'est pour la visibilité outil sur un compte Amazon à partir d'un code Terraform. Et malheureusement pour nos utilisateurs, c'est resté comme ça pendant des semaines jusqu'à ce que quelqu'un complètement par hasard aille voir en fait quelles étaient les policies qui tournaient. Et donc imaginez la tronche de l'équipe quand ils se sont rendus compte que ça faisait des semaines que la lambda tournait en admin, ou quasi, avec un set de clés non sous contrôle. Donc une deuxième histoire terrible, c'est au début de la pandémie, il y a 1 an maintenant. Donc tout le monde s'est retrouvé à bosser de chez soi un peu abruptement. Et donc dans cette équipe-là, au milieu, il y a des gens pour qui ça marche pas. Ils n'arrivent pas à se connecter, etc. Donc ils ouvrent des tickets, voilà, bon, ça, évidemment, ça va pas assez vite. Et on ne savait pas encore qu'on allait en prendre pour 1 an. Donc ils en ont eu marre. Et il y en a quelques-uns qui ont appelé leur manager en disant faites ce que vous voulez. Ben, en gros, il faut qu'on puisse se connecter. On en a marre, on est bloqué. Et donc, chance ou pas chance, ça dépend, mais je retrouve ma console. Voilà. Donc, au milieu de tout ça, il y en a un qui a la possibilité, donc quand je dis un, c'est un des managers en question, a la possibilité de se loguer. Et il se dit, bon, alors, qu'est-ce que ça peut être? Ah, Security Group, c'est peut-être ça. Allons voir notre Security Group. Ah bah voilà, on a un super Security Group, donc qui est bien celui qu'on voit là. Donc on a un Security Group, il a bien le bon nom, bien le bon tag. Et qu'est-ce qu'il y a comme règle? On n'autorise que SSH sur le réseau interne. Donc, très bien. Est-ce que ça correspond à ce qu'on voit ici? Ça correspond à ce qu'on voit ici. Impeccable. Donc il se dit, ça doit être ça. Cherchons pas. Ajoutons une règle. Autorisons tout le trafic, comme ça on verra bien. Pour partout, pour tout le monde, puis en IPv6 aussi tant qu'on y est, voilà. Et puis soyons super créatifs et appelons ça temp. Donc là, il sauvegarde. Et oh, magie! Ça y est, c'est bon, ça marche. Donc encore une fois, l'histoire est simplifiée, elle était un peu plus compliquée que ça, vous imaginez bien. Mais donc c'est pour la simplification pour la démo. Et donc, pareil, notre manager, lui, complètement, le lendemain, il n'y pense plus du tout en fait à raconter ça au reste de l'équipe, qui n'y voit que du feu, car pas de chance. Là aussi, ils avaient Terraform en CI, qui donc leur remonter en fait tous les changements qui pouvaient se passer. Donc on voit bien notre règle en train de passer, voilà, etc. Et puis pas de bol, 0 added, 0 change, 0 destroy, exactement comme tout à l'heure notre IAM. Alors pour être honnête, Terraform a une possibilité de faire les choses différemment, qui a des avantages et des inconvénients, et dans lequel ils auraient pu voir le changement. Le code n'a pas été fait comme ça. Il a été fait de la manière dont c'est recommandé à ce stade. Et bon, voilà. Donc, du coup, ils ne l'ont pas vu. Donc, s'ils avaient eu driftctl, on refait notre commande de tout à l'heure. Donc, là, je liste, par exemple, tous les TF states un par un. En vrai, on peut pointer vers un bucket S3 complet avec 500 states si on a envie. Voilà. Et donc, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des ressources unmanaged de type règle de security group. Donc, on a l'ID du security group et on a en fait le protocole, le port, la source, IPv4, IPv6. On a l'info en fait cruciale qui manquait à notre outil précédemment. Donc, imaginez ça en fait en CI avec un système d'alerting, etc. Vous le faites tourner toutes les heures ou quelque chose, et en fonction de votre degré de criticité. Et à ce moment-là, notre équipe aurait été au courant assez tôt d'un changement comme ça. Imaginez. Pareil, la tête déconfite de ceux qui sont tombés à un moment sur ce security group ouvert à tout le monde sur tous les ports. Et ce genre d'histoire, on va la retrouver aussi, par exemple, avec une règle IPv6 qui traîne.
qui n'est pas forcément grave en fait en soi, mais qui va permettre, par exemple, des fois lors d'un déploiement, que quelque chose continue à fonctionner alors que ça ne devait pas. Et dans l'environnement d'après, le fait que l'IPv6 était autorisé, c'est ça qui faisait que ça marchait dans l'environnement 1. On parlait tout à l'heure des exemples. Environnement 2, ça n'y est pas. Et donc, c'est là qu'il y a un souci. Notre troisième exemple, voilà, on est là. Notre troisième exemple, c'est donc celle-là, je l'aime bien parce qu'elle est rigolote. Vous verrez la fin. Donc c'est une équipe à Londres de développeurs. Ils travaillent sur un plugin. Et toutes les heures à peu près, donc ils sont une centaine de développeurs, toutes les heures, il y a un build qui part sur S3 pour chacun des développeurs pour faire du test, de la QA, etc. Et puis c'est effacé évidemment dans la foulée, quoi. Donc ça marche bien pour eux, ils sont contents. Ils ont et tout est sous Terraform. On voit là le bucket super simple. C'est pas aller bien plus loin. Hein. Donc c'est un bucket avec un nom et un ACL privé, quoi. Ils ont une équipe d'un autre pays qui arrive en disant bon là on va faire de la compliance, etc. On va activer le versioning des objets S3 sur tous les buckets. Donc on rencontre toutes les équipes et puis voilà. Donc l'équipe de Londres dit super, très bonne idée, mais alors, nous dans notre cas en fait c'est un peu idiot parce que ça va coûter très cher vu qu'on upload des centaines de gigs tous les jours pour rien, c'est juste pour faire du test, quoi. Donc le faites pas pour nous, quoi. Les gars en face, l'équipe en face dit super, vous faites bien de nous le dire, en fait du coup on va exclure ça de notre roadmap. Et ils en ont 2-3 autres comme ça. Donc tout le monde est content. Nos Londoniens se disent de toute façon, s'ils déconnent, nous on a tout dans Terraform, on le verra immédiatement. Notre équipe compliance rentre chez eux, font un joli script avec la command line AWS, une boucle, des exceptions, etc. Et ils se disent, si on a une erreur, ça nous le remontera. Ils exécutent, ça marche bien, il n'y a pas d'erreur, super, tout le monde est content. Donc à quoi ça correspond en pratique ce qu'ils ont fait version donc non pas AWS CLI, mais attendez, c'est pas la bonne fenêtre. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Va-t-elle arriver? Oui, voilà. Oui, c'est celle-là. Parfait, désolé. Et donc voilà, donc on a notre bucket S3. À quoi ça correspond ce qu'ils ont fait directement avec l'API? C'est juste activer le versioning, donc des objets du bucket. Voilà, bim, enable, save. Et voilà. Donc c'est ça que notre équipe a fait. Et donc, je repartage mon terminal. Et s'ils avaient lancé driftctl, qu'auraient-ils vu à ce stade? Ils auraient vu là aussi donc qu'on a une ressource driftée. Donc on a bien le nom du bucket qu'on a vu tout à l'heure, qui est de type AWS S3 bucket, et que le versioning a bien été activé. Car dans ce cas-là, je ne vais pas montrer Terraform, car dans ce cas-là, c'est la même en fait que pour les autres exemples. C'est le genre de changement en fait qui n'est pas vu dans ce cadre-là, quelle qu'en soit la raison. Voilà, pas de changement. Tac. Et donc pour la petite histoire, pour la blague, notre équipe à Londres s'est rendu compte de ce problème. Donc la première semaine du mois d'après, car tout utilisateur AWS sait ce qui se passe la première semaine du mois d'après, c'est la réception de la facture. Donc ils ont fait du monitoring par billing. Donc c'est le billing qui a reçu en disant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi la facture est celle-là? Et ouais, imaginez du versioning sur une telle masse. Donc voilà, donc ça c'est c'était pour la petite démo sur le genre de cas chaotique. Imaginez en fait tous les autres qu'il peut y avoir. On pourrait y passer, on a interviewé des centaines de gens, donc imaginez les histoires horribles qu'il peut y avoir, et je pense que vous en avez tous aussi. On a vu donc comment ça pouvait passer à travers les mailles du filet, même avec une automatisation complète, même avec du GitOps, de la CI, etc. Donc l'idée, c'est effectivement avec un outil comme driftctl, c'est de le mettre en CI, et ça va permettre à tout le monde d'avoir une meilleure utilisation évidemment de l'outil d'infrastructure, mais également un meilleur contrôle des coûts. Éviter en fait je sais pas moi, des ressources qui se créent de partout, etc., sans être au courant.
Et sur les parties pipeline, d'avoir par exemple d'être certain que avant d'aller exécuter quelque chose, d'un point de vue Terraform sur Amazon, l'environnement est bien tel qu'il est censé être. C'est peut-être pas la peine. Vous êtes peut-être dans un environnement qui demande suffisamment de conformité pour ne pas se retrouver avec 36 VM hors contrôle avant de démarrer. Il y a peut-être un problème avant ça, quoi. Et pareil, en termes de pipeline, peut-être que c'est intéressant d'avoir un DriftCTL qui tourne à la fin, une fois que toutes les ressources ont été créées sur AWS, pour s'assurer qu'il n'y a rien d'autre en plus. Il n'y a pas eu un default qui s'est créé quelque part, il n'y a pas eu une règle d'un security group qui a été mise entre-temps, il n'y a pas un script qui est passé par là. On a eu plein d'exemples d'équipes un peu concurrentes qui passent des scripts et qui taguent des choses en plus. Et des fois, les tags, on le sait sur EKS ou d'autres outils, ça a un impact hyper important. Ça peut faire tomber des prods. Donc ça, pareil, ça va être remonté à ces endroits-là, quoi. Le but du jeu, c'est également non seulement d'avoir ça en pipeline, mais également en run à intervalles réguliers pour avoir du reporting le plus souvent possible. Donc nous voilà pour la petite présentation avec les petites histoires Drift avec DriftCTL. On s'est écrit en Go, c'est publié sous licence Apache, disponible évidemment sur GitHub. On supporte donc AWS aujourd'hui, pas mal de services, mais évidemment pas tous, vu le nombre qu'il y a et qui sort tous les 2 jours. On fait au mieux, on va en avoir de plus en plus. Aidez-nous, pareil, venez nous voir sur le Discord, sur l'adresse qui est en bas. Venez discuter avec nous, on y est vraiment on y est tout le temps. Pareil, ouvrez-nous des issues, allez voter en fait pour les discussions qui sont ouvertes. On supporte donc le state Terraform sur S3 en local, également en HTTP si juste vous avez je sais pas moi, autre chose, un GitLab ou un serveur web dans lequel vous stockez ce genre de choses, ça marche aussi. J'ai pas montré les outils de filtering. Ça nous permet en fait de filtrer par ressource Amazon. Si vous voulez uniquement filtrer les buckets S3, uniquement les règles IAM, uniquement les RDS, uniquement, je sais pas moi, uniquement ce qui vous intéresse, c'est juste vos ELB. Voilà, ça peut être un bon outil également pour voir pour faire un inventaire de votre compte Amazon aussi sur ce qui est hors de contrôle de vos outils d'infrastructure. On a un joli support ignore avec un fichier très simple type gitignore. Donc en fait on liste les ressources et leurs noms qui vont donc être ignorés du run. C'est peut-être typiquement tout à fait normal d'avoir un certain nombre de ressources créées à la main, ne serait-ce que des clés d'admin en fait justement dont on a parlé tout à l'heure. Voilà pour la base. Je pense qu'on est au bout. Ah bah non, voilà, mon slide de conclusion pour tous ceux qui sont arrivés en cours de route et qui ne savent pas de quoi je parle. On parlait donc de drift d'infrastructure, qui est quelque chose que tout le monde vit et pour plein de raisons différentes. Et donc, on a construit un outil open source qui va vous permettre de vivre bien mieux votre vie avec les API cloud, dont AWS qu'on supporte aujourd'hui. Voilà. Merci de m'avoir invité parler de DriftCTL et puis merci Stéphane, c'était super. En plus au niveau timing, merci. 59, on est pas mal. On a eu quelques questions côté Twitch, mais ton équipe s'est fait un plaisir d'y répondre à notre place. Mais globalement, ce qui reste, c'est par exemple les intégrations en sortie. Tu peux vite répondre rapidement sur cette petite partie. Alors, on parle de support CloudFormation dans la roadmap. Alors, très bonne question. Oui, à terme, pas tout de suite, car on a assez peu de pain. Alors, c'est pas parce que c'est une conf AWS, mais il y a eu assez peu de pain en fait qui nous ont été remontés sur CloudFormation. En fait, l'écosystème AWS a déjà suffisamment de tooling interne. Si tu ne fais que du AWS et que tu utilises tout le tooling, tu peux arriver à avoir suffisamment d'informations à ce stade qui te permettent de régler ton problème. On nous a vraiment pas remonté que le principal problème était CloudFormation. Maintenant, on a clairement des équipes qui nous disent on utilise et Terraform et CloudFormation et on aimerait pouvoir avoir l'information des deux mergés. Donc ça, il faut qu'on trouve une solution. Et oui, ça, on va le faire en fait pour les équipes qui ont des utilisations hybrides entre CloudFormation et Terraform. D'accord. Il est 17h.
on va devoir passer à l'autre session. Pour ceux qui ont encore des questions, qui veulent échanger avec Stéphane, il vous retrouvera sur le Slack du User Group dans notre channel Community Day AWS. Du coup, merci Stéphane. Merci. Et maintenant,